Je me présente, je suis Frédéric Barthaud, la déléguée générale du MEDEF Pays de la Loire. MEDEF Pays de la Loire, juste en un mot, c'est 6 MEDEF territoriaux et 13 branches professionnelles adhérentes. Euh, et l'objectif étant d'apporter des actions et d'animation aussi pour nos MEDEF territoriaux, ce qui est le cas de ce club RH qui a été co-organisé entre le MEDEF Pays de la Loire et le MEDEF Loire-Atlantique. Alors, vous avez peut-être été invité plutôt par vos MEDEF territoriaux et c'est normal. C'est une collaboration justement donc régionale. Je ne vais pas être plus longue parce que le sujet est assez lourd et au cœur de l'actualité. Donc, je pense qu'il y aura plein de questions et déjà certaines ont été posées. Donc, je vais laisser la parole à Anne-Marie Flamand, qui est administratif au MEDEF Loire-Atlantique, en charge justement de ce club RH. Voilà, et je vous souhaite une très bonne réunion. Bonjour à tous. Donc du coup, voilà. Donc merci en tout cas à Frédéric et merci le MEDEF Pays de la Loire de nous permettre d'organiser ce club en commun. Au MEDEF 44, on a effectivement quelques rendez-vous avec vous depuis chaque année et depuis plusieurs mois sur l'actualité. On essaye de soutenir au plus près de nos enjeux et de nos préoccupations. Donc je crois qu'avec Yann et Frédéric et au regard des sujets d'actualité, on a souhaité mettre en place ce club MEDEF, voilà, MEDEF Pays de la Loire et MEDEF 44 pour répondre à vos préoccupations autour de l'activité partielle. On avait des sujets la dernière fois plus autour de la problématique du management dans cette période de crise et on aura encore un rendez-vous à la fin du mois, vers le 26 novembre, autour de la problématique de santé au travail et de sécurité avec nos collaborateurs dans cette période aussi de crise. Donc, merci en tout cas à Yann d'avoir préparé cette réunion. Merci à nos intervenants qui vont réagir maintenant. Donc, je leur passe la parole et je te passe la parole, Yann. Bonne réunion et poser plein de questions, voilà, pour vous nourrir. Merci beaucoup Frédéric et Anne-Marie. Oui, alors le thème effectivement de ce club étant l'activité partielle, on a souhaité effectivement faire participer la directe Pays de la Loire par je dirais la représentation de Denis Larchet pour ce rendez-vous, pour pouvoir répondre à vos interrogations sur l'activité partielle. Euh, Madame Stéphanie Bergeau, qui est du cabinet KPMG, pourra effectivement également réagir en fonction des thématiques, notamment sur les problématiques plus d'orientation paye, mais toujours relatif à l'activité partielle. Euh, Tout d'abord, je voulais à tous vous remercier pour votre participation et l'envoi de questions qui ont été nombreuses sur cette question d'activité partielle. On sent effectivement il y a des interrogations. Alors j'espère qu'on pourra répondre à un maximum effectivement de questions, sachant que probablement certaines ne pourront pas donner lieu effectivement à une réponse, mais donneront lieu à un récapitulatif à l'issue de la réunion. Et nous tenterons au maximum de trouver effectivement les réponses aux interrogations que vous avez pu vous poser. Pendant le club, je vous propose de réagir et de poser également des questions via le chat, pas via le micro, hein, ça risque d'être compliqué compte tenu du nombre de personnes que vous êtes pour, je dirais, à cette réunion, en participation à cette réunion. Euh, Très bien. Je vous propose à ce moment-là effectivement de commencer directement par je dirais le b.a.-ba, hein, la définition de l'activité partielle. On a quand même sectorisé effectivement les interrogations que vous pouviez avoir en sous-thèmes et notamment par rapport à différents dispositifs. Hein. Aujourd'hui, vous le verrez, il existe plusieurs dispositifs d'activité partielle, mais j'imagine que vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser un certain nombre d'entre eux. Donc l'idée, c'était aussi de faire le point sur les interrogations que vous pouviez avoir. Monsieur Larchet, je vous propose effectivement de prendre la parole sur je dirais la présentation de ces différents dispositifs. S'il vous plaît. Très bien. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir à l'occasion de ce club RH. Vous l'avez vu dans la présentation. Je suis chef de la mission mutation économique, développement des compétences à la directe et à ce titre, notamment en charge du pilotage du déploiement du dispositif d'activité partielle sur la région en lien avec les unités départementales avec lesquelles vous travaillez et auprès desquelles vous déposez vos demandes d'activité partielle.
Alors, si vous en êtes d'accord, je vais apporter réponse aux différentes questions qui ont été posées par vous. Et puis, bien sûr, revenir en lien avec les questions que vous pourriez poser dans le chat sur des points que vous souhaitiez voir précisés ou des questions qui n'auront pas encore été abordées donc, par le document de présentation. Donc, sur la première thématique, sur la question de la mise en place de l'activité partielle, alors, très rapidement, mais peut-être que ça générera des questions. Mais le dispositif d'activité partielle, qui est un dispositif ancien, a été réactivé à l'occasion de la crise sanitaire qui a été déclenchée en mars dernier. Et à cette occasion, et dans la mesure où on était confronté à une situation qu'on n'avait jamais rencontrée, c'est un dispositif qui, en alternative au licenciement des salariés, a été très largement mobilisé, à la fois au niveau national et bien évidemment au niveau régional en Pays de la Loire, puisque plusieurs dizaines de milliers d'entreprises, au cours de cette période, ont sollicité donc le recours à l'activité partielle. Et pour ne vous donner qu'un seul chiffre, hein, en termes introductifs, à ce stade, on en est à un peu plus d'1,1 milliard d'euros de fonds publics mobilisés en Pays de la Loire depuis mars dernier, au titre de ce dispositif d'activité partielle. Pour répondre à la première question sur les modalités de mise en place de l'activité partielle, alors, on va distinguer aujourd'hui, et c'était précisé en élément introductif par Monsieur Lemitoire. Aujourd'hui, on y revient, il y a deux dispositifs activité partielle qui sont mis en place et qui se complètent. Le premier dispositif, c'est celui qu'on connaît, je dirais, de longue date. C'est le dispositif classique qu'on va appeler aujourd'hui activité partielle de droit commun, qui est un dispositif qui est mobilisable par les entreprises, par le chef d'entreprise de façon unilatérale. Et c'est le dispositif que vous connaissez très largement, puisque c'est ce dispositif qui préexiste aux différentes évolutions qu'on a pu connaître au cours des derniers mois. Donc, comment il fonctionne? Mais très rapidement, c'est confronté à une baisse d'activité et donc à une impossibilité de mettre en emploi l'ensemble des salariés de son entreprise. Le chef d'entreprise va solliciter l'administration pour permettre de limiter le nombre d'heures travaillées par le salarié, suspendre son activité partiellement ou totalement sur une durée qu'il va définir, et permettre ainsi, grâce à l'autorisation administrative qui va lui être accordée, de pouvoir placer ses salariés en activité partielle, donc en suspension de leur contrat de travail pendant un certain temps. En contrepartie, bien évidemment, l'entreprise va percevoir une allocation qui va venir compléter tout ou partie de la rémunération qu'il maintient aux salariés donc placés dans cette situation d'activité partielle. Vous me dites, Monsieur Lemitoire, si je continue ou si vous m'interrompez, s'il y a des questions complémentaires sur le chat. On t'entend pas, Yann, pour l'instant. Ton micro est Très coupé. bien, Monsieur Larcher, pardon. Oui, les entreprises ont quand même pas mal utilisé ce dispositif, notamment durant la première période du confinement. Donc voilà, sur les modalités effectivement de mise en place, je pense que c'est maîtrisé, j'espère effectivement auprès des entreprises. Mais je vous propose de continuer. Hein, c'est pour l'instant il n'y a pas de questions particulières. Très bien, très bien. Donc, ce dispositif d'activité partielle, je dirais que tout le monde le connaît, ou presque tout le monde. Hein. Je le disais tout à l'heure, c'est près de 70 000 entreprises en Pays de la Loire qui l'ont mobilisé à l'occasion de la première crise sanitaire. Et au cours donc de la période, et notamment à la mi-année, a été mis en place un nouveau dispositif qui vient compléter à celui que l'on connaît déjà, qui s'appelle aujourd'hui l'activité partielle de longue durée, et qui, lui, va être mobilisé ou mobilisable selon deux modalités. La première, c'est la signature d'un accord collectif au sein de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe. Et la seconde, c'est la possibilité pour le chef d'entreprise
par décision unilatérale et par adhésion à un accord de branche étendu, de pouvoir entrer dans ce dispositif complémentaire qui est l'APLD. Donc vraiment, à ce titre-là, les partenaires sociaux, la ministre du Travail a souhaité mettre en avant le nécessaire dialogue au sein de l'entreprise ou au niveau national pour permettre que le maximum d'entreprises puissent mobiliser ce nouveau dispositif dont je reviendrai sur les contours de ce dispositif versus celui qu'on connaissait jusqu'à présent. Mais retenons pour l'instant que les modalités de mise en place, c'est soit un accord collectif au sein de l'entreprise, soit l'adhésion par l'entreprise à un accord de branche nationale qui a fait l'objet d'une extension. Ce qui m'amène à venir à la troisième question qui a été posée par vous, qui était de savoir aujourd'hui quels étaient les accords nationaux qui avaient été conclus par les partenaires sociaux et donc de fait qui permettaient à l'employeur de mobiliser ce dispositif via une décision unilatérale. Alors aujourd'hui et à date, on a trois accords qui ont été signés, qui ont été étendus au niveau national. Le premier recouvre le secteur de la métallurgie. Le second recouvre celui des bureaux d'études techniques et de conseil. Et le troisième en date concerne les entreprises distributeurs conseils hors domicile. Donc aujourd'hui, on a trois accords de branche qui sont effectivement étendus. Il y en a un certain nombre qui restent dans les tuyaux, qui sont encore dans les tuyaux, qui ont soit, je dirais, avancé dans la négociation et sont en phase de finalisation, mais on est en cours de vérification et d'extension de cet accord, hein, sachant que, compte tenu de l'urgence, les extensions sont très rapides au niveau national, hein, une quinzaine de jours versus un minimum 2 mois en temps normal. Alors, j'ai pas, hein, pour tout vous dire, mais on pourra peut-être compléter mes propos à l'occasion d'une communication ex post. J'ai pas les accords qui sont les plus avancés. Je sais qu'il y a un certain nombre de secteurs comme la restauration ou l'hôtellerie qui travaillaient à cet accord de branche, mais on n'a pas aujourd'hui de lisibilité complète. En tout cas, je ne l'ai pas sur ce désaccord qui pourrait à courte échéance arriver. Donc, je pense que le plus important, c'est qu'on puisse vous communiquer rapidement et très largement ce désaccord qui viendrait à être étendu et qui permettrait donc à l'entreprise d'accéder à ce dispositif d'activité partielle par décision unilatérale du dirigeant. Sur la question des règles de mandatement des salariés dans le cadre de la négociation d'un accord d'entreprise, donc vous vous rappelez hein, que ce dispositif d'activité partielle de longue durée s'appuie sur le droit commun de la négociation et de la validité des accords d'entreprise, qui fait que depuis les réformes de la période 2015-2017 et particulièrement depuis les ordonnances de 2017, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent négocier un accord d'entreprise avec bien évidemment des modalités de mobilisation et des modalités de négociation et de validation de ces accords qui vont différer selon la taille de l'entreprise et selon que l'on a ou pas au sein de la dite entreprise, soit des organisations syndicales représentatives, donc des délégués syndicaux, soit des représentants qui ont été élus au comité social et économique, soit aucun élu au sein de ces entités. Alors, ce que je vous propose, et peut-être que ça sera bien plus simple, c'est qu'on puisse vous communiquer un tableau synthétique de cette négociation et des conditions de validité des accords d'entreprise. Et c'est pour moi l'occasion de vous préciser qu'il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la Directe Pays de la Loire, puisqu'on a mis à disposition des entreprises ce qu'on appelle une boîte à outils mutation économique, dans lequel, notamment au titre de la fiche activité partielle de longue durée, on a mis un lien qui nous permet d'avoir une visibilité sur comment on négocie et quelles sont les conditions de validité des accords d'entreprise. Sachant que
puisqu'on parlait du mandatement, il appartient, le cas échéant, quand on passe par la négociation avec un salarié mandaté, de définir ces modalités avec l'organisation syndicale de salariés qui va accepter donc le mandatement de ce salarié, mais qu'il appartient aux acteurs de la négociation et je dirais aux mandants d'accorder ce mandatement selon les formes qui sont les siennes. Alors, je me permets de réagir. La seule expérience que j'ai pu avoir en termes de mandatement de salariés sur un accord APLD, le syndicat semblait laisser penser, laisser dire effectivement qu'il était impossible pour eux de mandater un salarié je dirais, sur ce type d'accord. Ce qui était à mon sens effectivement faux, mais voilà, c'est ma seule expérience aujourd'hui que j'ai pu avoir sur le sujet, sachant que le syndicat garde effectivement la possibilité de mandater ou non. Ouais, c'est ça. Ben, au même titre que je conseille aux entreprises de revenir vers nos services, notamment de s'appuyer sur ces outils mis à disposition sur le site de la Directe. On se tient bien évidemment à disposition des organisations syndicales pour repréciser quelles sont les modalités de mandatement et dans quelles conditions une organisation syndicale qui est bien évidemment libre d'accorder ou pas son mandatement à un salarié va pouvoir le faire. Mais bien évidemment, et je vous confirme la position qui est la nôtre, c'est que dans le cadre d'un accord APLD, il est tout à fait possible à une organisation syndicale de mandater un salarié pour la négociation de ce type d'accord, puisque, comme je le précisais au démarrage de la réponse de cette question, on est bien sur le champ classique de la négociation. Et dans ce cadre-là, effectivement, le mandatement est tout à fait possible. J'ai une question sur le chat peut-être qui est intéressante par rapport à la négociation d'un accord d'entreprise dans les entreprises de moins de 20 salariés, pardon, et en l'absence d'un accord de branche étendu qui permettrait à l'entreprise d'accéder directement par une décision unilatérale. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, il va falloir distinguer si il y a ou pas des représentants qui sont élus au CSE au sein de cette entreprise. Et effectivement, ensuite, l'option qui va être celle de l'entreprise, c'est soit il y a des représentants qui sont élus en son sein, et dans ce cas-là, l'entreprise va pouvoir négocier avec un salarié mandaté, soit il n'y a pas d'élu, et l'option du salarié mandaté restera ouverte pour les entreprises de moins de 20 salariés. De fait, on est en règle générale dans une logique où l'employeur va proposer un projet d'accord à l'ensemble des salariés et je dirais que ce document proposé aux salariés deviendra un accord d'entreprise à partir du moment où il aura été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés. Donc, la condition de validité de ce type de document unilatéral et sa transformation en quelque sorte en accord est attachée à l'approbation de la majorité des 2/3 des salariés de l'entreprise. Cette modalité, elle vaut pour les entreprises également de moins de 11 salariés. Donc, on voit bien que l'ensemble des entreprises aujourd'hui peuvent traduire une négociation ou peuvent traduire une proposition du chef d'entreprise via notamment donc, un document proposé par ce dernier et en faire un accord d'entreprise qui sera le support permettant à cette dernière de solliciter le recours à l'activité partielle. Très bien. Merci. Sur la question effectivement du recours à l'activité partielle, on a eu un certain nombre d'interrogations d'entreprises, et notamment sur la possibilité de ponctuer des périodes d'activité et de chômage partiel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet? Alors oui, le dispositif d'activité partielle, c'est vraiment un dispositif très, très souple pour l'entreprise, puisque, comme le prévoit hein, le Code du travail, ce sont des périodes qui sont alternativement des périodes d'activité et des périodes de suspension d'activité
qui vont être mises en œuvre, sachant que à ce titre-là, et c'est aussi l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il appartient finalement à l'entreprise et aux dirigeants de l'entreprise de choisir quelles sont les modalités de recours à l'activité partielle qu'il va mettre en œuvre dans son entreprise. Je prends un exemple très simple. L'entreprise est confrontée à une baisse d'activité de 50%. Elle va pouvoir choisir de mettre en activité partielle l'intégralité de ses salariés pendant une semaine, alternativement avec une semaine d'activité. Elle va également pouvoir proposer une diminution hebdomadaire du travail pour, par exemple, limiter à 50% du temps de travail chaque jour le temps donc consacré à cette activité par les salariés sur une période plus longue. Donc, c'est vraiment le chef d'entreprise qui va, au titre de ce dispositif, réorganiser son entreprise et proposer des modalités d'adaptation qui lui semblent les plus cohérentes au regard de son activité pour pouvoir déployer ce dispositif. Alors, à quel moment peut-on recourir à l'activité partielle? On le voit, on a plusieurs motifs de recours à l'activité partielle, mais si on s'en tient aux principaux, le dispositif d'activité partielle, c'est un dispositif qui va se mobiliser lorsque l'entreprise rencontre des difficultés économiques, donc une conjoncture économique dégradée qui a des incidences sur sa capacité à mettre l'ensemble de ses salariés en emploi. C'est le premier motif de recours à l'activité partielle, auquel s'est venu adjoindre un autre motif qui a été fortement mobilisé au cours de ces derniers mois, qui est circonstances de caractère exceptionnel, et notamment la situation de crise sanitaire qu'on a rencontrée a été qualifiée de circonstances de caractère exceptionnel, puisque dans un premier temps, c'est bien le contexte sanitaire qui a conduit à ce que les entreprises ont dû limiter fortement leur activité. Je dirais qu'aujourd'hui, on peut considérer malheureusement que les conséquences sont plutôt des conséquences liées à la conjoncture économique, mais dans un premier temps, les entreprises se sont appuyées sur ce motif de recours, circonstances de caractère exceptionnel. Alors, notamment parce que ce motif de recours est un motif qui permet à l'entreprise de solliciter le recours à l'activité partielle en ayant 30 jours à compter du placement d'activité partielle de ses salariés pour faire la demande auprès des services de la directe, sachant qu'en temps normal, le recours à l'activité partielle doit être préalable au placement d'activité partielle des salariés. Donc, effectivement, l'activité partielle et le dispositif va être organisé, va se mettre en place en tenant compte des spécificités de l'entreprise. Et si dans la question comment on peut s'organiser au jour le jour, est-ce qu'on peut organiser au jour le jour l'activité partielle en considération des commandes de l'entreprise, oui, puisque dans ce cadre-là, le délai de prévenance des salariés est relativement limité. Hein. Il peut être du jour au lendemain. Simplement, on va conseiller aux entreprises, même en termes d'organisation, ça peut sembler souvent beaucoup plus pertinent, c'est d'avoir une organisation cible, quitte à ce qu'elle soit adaptée en considération des sollicitations des clients de la dite entreprise. Sur la question, est-ce que l'on doit faire tourner le personnel pour partager l'activité, je dirais que le principe, il est celui-là. Effectivement, le principe, il est que à partir du moment où on a des salariés qui ont des compétences qui sont similaires, je dirais que le dispositif d'activité partielle doit reposer de façon équitable entre les salariés, notamment parce que malgré les obligations qui pèsent à l'entreprise, le salarié peut parfois avoir des conséquences sur sa rémunération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement le maintien intégral de sa rémunération. Et donc, il y a un enjeu pour le salarié, il y a aussi un enjeu, je dirais, sociétal, hein, c'est de faire en sorte que l'ensemble des salariés soient impliqués dans la situation que rencontre l'entreprise. Ça, c'est le principe. Ensuite, au titre de l'activité partielle, et ça a fait l'objet des évolutions liées à la crise sanitaire, il a été possible de justifier un recours qui ne soit plus parfaitement égalitaire à l'encontre de salariés qui auraient les mêmes compétences,
mais qui puisse être adapté au plus près de la spécificité de l'entreprise, au plus près de la spécificité du rôle ou des compétences que le salarié a au sein de l'entreprise. Donc, ce sujet de l'individualisation de l'activité partielle, il est aujourd'hui possible, en l'occurrence pour l'instant jusqu'au 31 décembre 2020, puisque c'est une option qui a été ouverte par les ordonnances crise sanitaire et par les textes qui ont été pris en application. Il n'en demeure pas moins qu'on va malgré tout conseiller à l'entreprise d'avoir une lecture la plus équilibrée possible pour que, bien évidemment, sur des salariés qui auraient des compétences similaires, qui auraient une permutabilité complète, on puisse faire peser la charge de l'activité partielle de façon la plus équitable possible. Est-ce que des périodes de pleine activité et d'activité partielle peuvent être alternées? Oui, c'est le principe du dispositif d'activité partielle. Si je reprends l'exemple que je vous présentais tout à l'heure, effectivement, une entreprise, pour des raisons d'organisation, va pouvoir se mobiliser le dispositif d'activité partielle sous des modalités d'alternance qui seront propres à son organisation et qui peuvent être très spécifiques d'une entreprise à une autre en considération des marchés sur lesquels elle intervient. Je me permets de réagir. On a des questions effectivement dans le cadre du chat et sur cette autorisation effectivement de déclenchement d'activité partielle ou sur la décision unilatérale. Notamment la première question qui était quelles sont les conditions de validité de la décision unilatérale conclue en application d'un APLD pour une entreprise qui a un accord de branche étendu? Est-ce que c'est seulement une homologation en fait de la directe au niveau technique ou est-ce qu'il y a un regard précis? Est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet-là? Bien sûr. Alors, lorsque l'entreprise s'appuie sur un accord de branche étendu, elle va devoir prévoir dans ce document unilatéral un certain nombre de mentions obligatoires qui vont être vérifiées par la directe à l'occasion de son contrôle. Principalement, je dirais que les modalités obligatoires sont relativement limitées. C'est d'abord quel est le périmètre de l'activité partielle, de recours à l'activité partielle de longue durée. Est-ce que l'entreprise a défini des catégories de salariés qui sont attachés à des activités particulières à qui ce dispositif va s'appliquer, ou est-ce que l'entreprise a plutôt défini un périmètre de l'ensemble de son entité qui, par principe, pourrait recourir à l'activité partielle de longue durée? Donc, on va déjà définir finalement le périmètre dans lequel s'applique cette demande. Ensuite, on va vérifier quelle est la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale qui a été arrêtée par l'entreprise. On y reviendra certainement dans des diapositives suivantes, mais on est effectivement dans un dispositif d'activité partielle de longue durée qui est spécifique au titre de ce sujet de la durée, puisque pour information, sur la totalité d'application d'un accord ou d'un document unilatéral s'appuyant sur un accord de branche, l'activité partielle de chaque salarié ne devra pas être supérieure à 40% du temps de travail du salarié, de la durée légale. Donc, on part sur un principe de 35 heures. Si vous avez des salariés à temps partiel, l'application se fait également par rapport aux 35 heures. Et à titre dérogatoire, 50%. Donc, voilà une des spécificités de l'activité partielle de longue durée, c'est que le temps de travail des salariés ne doit pas être inférieur à 40 ou 50% du temps de travail habituel, donc de la durée légale du travail. Ce sujet-là, il va être analysé sur l'ensemble de la période de l'accord ou du document unilatéral, sachant que, mais je pense que le sujet sera reposé tout à l'heure, on a la possibilité donc de mobiliser le dispositif d'activité partielle de longue durée sur une période, dans un premier temps de 6 mois, et au maximum sur 24 mois, consécutifs ou non, au cours d'une période de 36 mois. Et c'est sur la période totale d'application de cet accord que le contrôle du respect de ce minima d'heures travaillées sera réalisé. Ce qui fait que ça n'interdit pas aujourd'hui une entreprise
à accéder à l'activité partielle de longue durée tout en étant fermé, donc en étant à 0 heure travaillée sur le mois, par exemple, de novembre et peut-être de décembre, et d'avoir une activité qui pourrait être normale ou quasi normale sur les mois ou les semestres suivants. Le calcul se fera à l'issue de la période de recours à l'activité partielle, donc qui est au maximum d'une durée de 24 mois. Troisième vérification, nous allons vérifier quels sont les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle que l'entreprise prend dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée. Donc, on y reviendra aussi sur le sujet de ces engagements, mais notez que c'est un troisième point de contrôle. Enfin, le dernier point de contrôle, c'est un point qui est lié à l'accord, c'est vérifier les modalités d'information des organisations syndicales signataires et en complément, pour l'ensemble des dispositifs et dans la mesure où il y a évidemment des élus, vérifier quelles sont les modalités de consultation du personnel dans la mise en œuvre effective de cet accord et de ce document unilatéral, le cas échéant. Donc voilà principalement les points de contrôle de l'administration sur les documents qui sont déposés par les entreprises. Très bien. Alors, sur cette question effectivement de la décision unilatérale, hein, j'ai une question alors qui revient un peu par rapport à ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible de faire une DUE sans accord de branche? Alors non, la décision unilatérale, elle est attachée à un accord de branche étendu. Donc il y a en plus la nécessité que cet accord ait été étendu par le ministère du Travail pour que l'entreprise puisse accéder au dispositif d'APLD par document unilatéral. Pour autant, et je veux vraiment insister sur ce sujet, aujourd'hui, les modalités de négociation et de validité des accords d'entreprise permettent à tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, d'accéder finalement à ce qui sera, à l'issue de la procédure, considéré comme un accord d'entreprise. Et si je reprends l'exemple de l'entreprise de moins de 11 salariés, finalement, la démarche que va conduire l'entreprise, à défaut d'accord de branche étendu, c'est de proposer aux salariés donc, un document qui pourrait se rapprocher du document unilatéral, simplement pour que celui-ci devienne un accord et soit nécessaire et indispensable pour pouvoir mobiliser le dispositif d'activité partielle de longue durée. Il doit le faire approuver par la majorité des 2/3 de ses salariés. Très bien. Alors, pour en revenir à la demande d'autorisation, alors j'ai une question très précise dans le chat, hein. Lors du premier confinement, nous avions fait une demande d'AP jusqu'au 30/6/2020. À partir du 30 octobre 2020, certains salariés vont à nouveau être en activité partielle. Doit-on faire une nouvelle demande, sachant que la première demande coulait éventuellement jusqu'au 31 décembre 2020? Ou est-ce qu'on doit demander une prolongation de la nouvelle demande si effectivement la première demande ne courait pas jusqu'au effectivement 31 décembre 2020? Alors, effectivement, deux situations. Soit l'entreprise initialement avait fait une demande sur un temps long et je dirais qu'elle est encore couverte par une décision lui permettant de recourir à l'activité partielle. Dans ce cadre-là, elle va solliciter et mobiliser le dispositif sans avoir à faire une nouvelle démarche auprès de l'administration pour bénéficier de ce dispositif. Soit, et c'est le cas d'exemple ou d'espèce, si je comprends bien, l'entreprise a bénéficié de l'activité partielle avec une demande qui est arrivée à son terme au 30 juin, de nouveau confrontée à l'activité partielle, elle va effectivement devoir faire une nouvelle demande puisqu'elle n'est plus couverte aujourd'hui par le droit à recourir à l'activité partielle. Donc, elle va inscrire finalement une nouvelle période pendant laquelle elle souhaite recourir à l'activité partielle parce qu'elle est en capacité d'identifier qu'elle a soit une difficulté liée à la conjoncture économique, soit liée aux circonstances à caractère exceptionnel, notamment parce qu'elle fait peut-être partie des entreprises qui sont fermées pour raisons administratives et qui conduisent à ce que les salariés ne puissent pas totalement ou partiellement travailler pendant cette période-là. Donc, on est vraiment sur deux situations. Quand l'entreprise est encore couverte et souhaite prolonger cette couverture, avant la fin de la période de recours initial,
elle va pouvoir solliciter donc une demande de prolongation. Mais pour qu'il y ait prolongation, encore faut-il qu'au moment où on sollicite cette prolongation, je dirais que la décision initiale ne soit pas échue. D'accord. Donc, si la décision est échue, c'est un avenant. Si elle n'est pas échue, c'est une prolongation. Pour être clair. Oui, si la décision est échue, c'est une nouvelle demande. C'est une nouvelle demande, d'accord. Une nouvelle demande. Très bien. Oui. Pour en revenir à la décision unilatérale pour l'APLD en cas notamment d'accord de branche, l'homologation de la directe suffit-elle ou cette prise de décision unilatérale avec un accord de branche nécessite-t-elle de consulter le personnel par référendum? Alors, la consultation du personnel par référendum, elle est liée aux modalités de négociation et de validité des accords. Donc, elle est attachée au fait que l'entreprise a pu négocier un accord ou pas avec des organisations syndicales ou avec des salariés mandatés. Si cette négociation s'est faite avec des organisations syndicales, on est classiquement par la signature par des élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de consultation des salariés. Tout comme si il y a une négociation avec des salariés mandatés, les salariés vont être consultés et c'est la majorité donc de ces salariés qui va conduire à ce qu'on considère l'accord comme valide. Je vous renvoie vraiment au tableau pour lequel on pourra peut-être faire un lien plus rapide à l'issue de ce webinaire sur la négociation et la validité des accords. Il est relativement synthétique et il permet à chaque entreprise de pouvoir se situer, notamment par rapport au fait qu'elle dispose ou pas de représentants syndicaux dans l'entreprise et aussi en considération de la taille de cette entreprise. Je le rajouterai à la présentation qui sera transférée aux participants. Très bien. On a d'autres questions, alors mais qui vont être traitées un peu plus tard sur les modalités d'indemnisation et l'égalité de traitement dans le caractère collectif. Donc, je vous propose effectivement à ce moment-là d'avancer sur ces questions-là qui seront traitées en fait dans un second temps. Sur l'engagement et notamment de maintien dans l'emploi, on avait différentes interrogations effectivement des entreprises qui nous avaient sollicité. Et notamment, alors l'engagement de maintien dans l'emploi, qui est une obligation, et je vous cache pas une vraie crainte aussi pour les entreprises. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors tant sur l'engagement de maintien dans l'emploi dans le cadre de l'APLD, qui est je dirais un sujet principal dans le cadre de ces accords, que dans le cadre de l'engagement en termes de maintien dans l'emploi dans l'APCD et notamment en cas de renouvellement d'une demande d'APCD. Oui. Alors, s'agissant de l'activité partielle de droit commun, donc la PDC, j'ai fait passer au service de la directe et en lien avec la DGFP, l'administration centrale, un certain nombre de préconisations sur l'instruction des demandes qui sont déposées. Grosso modo, on a deux cas de figure. Soit on est face à une entreprise dont les difficultés sont liées à la durée du confinement, donc à la relance, à la réactivation du confinement. Et dans ce cas-là, on ne demandera pas d'engagement spécifique au titre des maintiens d'emploi pour ce type de demande. L'entreprise va cocher dans le SI sur lequel elle s'appuie pour faire sa demande le sous-motif Covid-19, ce qui nous permet, nous, en tant que service instructeur au niveau territorial, d'identifier ce dossier et de ne pas solliciter l'entreprise sur une demande d'engagement spécifique, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit des engagements d'emploi, de maintien d'emploi, ou que ce soit des engagements qui sont autres. Vous avez un certain nombre d'items. Les entreprises ont connaissance de ces sujets-là quand on est sur une demande d'activité partielle, à tout le moins sur une demande de renouvellement d'activité partielle. Ça, c'est la première situation. Pour les entreprises qui pourraient dès à présent identifier que les difficultés qu'elles rencontrent pourraient persister au-delà de la seule période de confinement,
D'abord, on va permettre à l'entreprise de l'autoriser à recours à l'activité partielle au-delà de la fin d'année. Donc, possiblement, on va être amené à apprécier, mais on demande aussi à l'entreprise d'avoir une appréciation, je dirais, la plus cohérente possible avec les informations dont elle dispose à l'instant où elle fait la demande. Et également, par principe, des engagements doivent être souscrits par l'entreprise, le message qui a été passé, c'est de privilégier une souplesse importante dans ce cadre-là. Et là encore, pas nécessairement de demander des engagements en matière de maintien dans l'emploi. Donc, retenez que le message qui a été passé au niveau territorial, c'est vraiment un message de souplesse, à la fois pour la période actuelle jusqu'au 31 décembre, mais aussi pour les premiers mois de l'année prochaine, parce que effectivement, on sait pertinemment que l'entreprise aujourd'hui, elle est totalement en difficulté pour pouvoir prendre quelques engagements, que ce soit en termes de maintien d'emploi ou en termes de gestion des compétences ou en termes de formation. Ça vaut pour l'activité partielle de droit commun. S'agissant de l'activité partielle de longue durée, on l'a dit par rapport au contrôle que fait l'administration, mais dans ce cadre-là, l'entreprise doit prendre un certain nombre d'engagements. Les engagements que prend l'entreprise, je tiens à souligner, c'est elle qui fixe là où elle souhaite mettre le curseur. Alors, bien évidemment, on va s'attendre à ce que l'entreprise soit dans une lecture la plus cohérente possible par rapport à l'engagement réciproque de l'État sur ce dispositif. Mais sachez que la lecture qu'on en a aujourd'hui, c'est plutôt une lecture ouverte avec des engagements qui sont pris par les entreprises qui couvrent tout ou partie de l'effectif de l'entreprise en termes d'emploi. Sachant que quand on signe un accord d'entreprise, on peut aussi l'ajuster au regard de l'évolution que l'on rencontre dans les mois. Et également, au titre de la formation professionnelle, on va demander à l'entreprise d'avoir un regard particulier sur celle des actions qu'elle peut mettre en place au cours de cette période, le cas échéant, en mobilisant les dispositifs publics qui lui permettent de limiter, autant que faire se peut, le coût attaché à la mobilisation de la formation. Donc, je crois qu'on va y revenir dans les prochaines slides, mais on a un certain nombre de dispositifs qui peuvent être mobilisés par les entreprises pour venir, je dirais, supporter l'engagement que peut prendre l'entreprise, notamment en termes de formation professionnelle. Donc, il n'y a pas de raison que celle-ci ne prenne pas un certain nombre d'engagements, puisqu'il y a aussi des engagements spécifiques qui sont pris par l'État en contrepartie. L'un des participants, effectivement, s'étonne de votre propos, notamment sur la PDC et sur l'absence je dirais, de prise de décision en termes d'engagement, en termes de maintien dans l'emploi, dans le cadre d'un renouvellement d'une demande d'APDC. Vous pourrez nous préciser un peu les choses. Finalement, est-ce qu'une entreprise qui fait une demande de renouvellement d'une demande d'APDC aura une obligation en termes d'engagement en matière de maintien dans l'emploi? Alors, je confirme que la position qui est celle qui a été prise par la DGEFP au niveau national et que nous avons relayée dans les services dès la semaine dernière, c'est d'avoir une lecture très souple de la situation et de l'engagement qu'on va demander auprès de l'entreprise. En temps normal, effectivement, une entreprise qui a recours une première fois à l'activité partielle n'a pas d'obligation de prendre des engagements. Et c'est si elle recourt une nouvelle fois dans les 36 mois à l'activité partielle, on lui demandait de prendre un certain nombre d'engagements qui sont notamment des engagements en matière d'emploi. Dans le contexte qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, on va avoir une lecture plus souple de cette obligation d'engagement qui est prévue donc à l'article R51 22.9 du Code du travail. Et je dirais que l'entreprise, je ne dis pas que l'entreprise ne doit pas prendre aucun engagement, je dis que l'entreprise n'a pas l'obligation nécessairement de prendre des engagements en matière de maintien dans l'emploi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'encourager, et je fais le parallèle et le lien avec ce que je disais au titre de l'activité partielle de longue durée, à par exemple accompagner la qualification de ces salariés pendant cette période d'activité partielle.
Voilà un engagement qui peut être pris par l'entreprise et qui peut être de surcroît soutenu par des financements publics. Je vais compléter par rapport à ce qu'on vient de vivre. Vous connaissez certainement le dispositif de FNE Formation, donc un dispositif qui a été fortement réactivé à l'occasion de la crise sanitaire, donc au mois d'avril, et qui a permis peut-être un certain nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui participants au webinaire de pouvoir mobiliser ces financements pour permettre la formation de leurs salariés qui étaient, eux, placés en activité partielle, voire, pour aller plus loin, même des salariés qui n'étaient pas placés en activité partielle ont pu bénéficier du dispositif FNE Formation, quelles que soient les formations réalisées, quelle que soit la taille de l'entreprise. En Pays de la Loire, c'est près de 15 millions d'euros qui ont été mobilisés jusqu'à présent sur ce dispositif. Et la prise en charge a été totale sur ces coûts pédagogiques liés aux actions de formation. Donc, là encore, on a des dispositifs complémentaires qui peuvent être mobilisés par les entreprises pour prendre des engagements. La lecture qu'on va en faire, compte tenu du contexte, c'est une lecture souple et particulièrement, on ne demandera pas nécessairement à l'entreprise un engagement de maintien dans l'emploi. Par contre, ça ne veut pas dire que, un, elle ne peut pas les prendre et que, deux, il n'y a pas d'autres types d'engagements qui peuvent être pris en contrepartie donc, de la demande de recours à l'activité partielle. Je me permets de réagir, monsieur Larcher. Alors, on parlait effectivement du FNE Formation. Oui. Aujourd'hui, c'est-à-dire au 10 novembre 2020, les conditions de recours et de bénéfices, effectivement, en termes de prise en charge, sont différentes de la période précédente pour le FNE Formation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors, c'est une question que j'anticipe un peu, pour le coup. Pardon. Oui, je peux apporter effectivement quelques éléments. Donc, je le disais, à partir du mois d'avril, pour faire simple, et jusqu'au 31 octobre dernier, l'État a souhaité que les entreprises puissent fortement mobiliser, non pas le FNE Formation, mais puissent fortement mettre leurs salariés en formation, permettre finalement que la période de faible activité soit mobilisée pour faire monter en compétence ces salariés, pour faire en sorte que leurs compétences soient en adéquation avec les marchés. Et donc, à ce titre-là, l'ensemble des coûts de formation qui ont été ceux présentés par l'entreprise ont été pris en charge par l'État à 100%. Donc, ce dispositif a été mobilisé soit dans le cadre d'une demande de subvention spécifique formulée par l'entreprise, ça a été quelques dizaines de cas, soit en se rapprochant de l'Europeco, avec lesquels on avait signé des conventions financières qui ont permis que l'Europeco relaie finalement cette politique forte qui était la nôtre, de faire en sorte que les salariés en activité partielle, à tout le moins les entreprises couvertes par une décision de recours à l'activité partielle, puissent développer les compétences de leurs salariés et permettre la prise en charge de ces coûts pédagogiques dans leur intégralité. Depuis le 1er novembre, donc toutes les demandes qui arrivent désormais depuis le 1er novembre vont être également instruites soit directement par nos services, soit via les OPCO, les opérateurs de compétences. La prise en charge de l'État, elle a été ramenée à 70% des coûts pédagogiques pour les entreprises qui sont bénéficiaires d'une autorisation de recours à l'activité partielle de droit commun et à 80% pour les entreprises qui sont couvertes par un accord de APLD, d'activité partielle de longue durée. Autre changement à compter du 1er novembre, c'est l'arrêt de ce qu'on a appelé la mixité des publics. C'est-à-dire que jusqu'au 1er novembre, ce qui était l'élément déclencheur pour permettre l'éligibilité au dispositif, c'était le fait que l'entreprise bénéficiait d'une autorisation de recours à l'activité partielle. Que les salariés aient ou non été individuellement, effectivement, en activité partielle. À compter du 1er novembre, le dispositif se resserre uniquement sur les salariés qui sont effectivement placés en activité partielle. Donc, c'est un dispositif qui est
entre guillemets, moins généreux. Par contre, vous le voyez quand même, quand on est en activité partielle de longue durée, la proposition que fait l'État en mobilisant ce dispositif FNE formation, c'est quand même la prise en charge de 80% des coûts de formation avec des limitations qui sont relativement hautes, des plafonds qui sont relativement hauts, puisque au titre de l'activité partielle de longue durée, là où il y a le 80% de prise en charge, chaque salarié, et c'est une moyenne annuelle, donc on va regarder sur l'ensemble des salariés en activité partielle de l'entreprise, peut mobiliser jusqu'à 6 000 euros au titre de ce dispositif. J'aurais une interrogation par rapport au reste à charge. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces salariés spécifiques? Quand vous parlez du reste à charge entreprise Pour l'entreprise, oui. au titre du FNE formation? Ouais. Ouais. Bah, aujourd'hui, le reste à charge entreprise, il est, pour vous dire, on est dans une situation d'arbitrage pour savoir si le reste à charge pourra, pour partie ou totalement, être pris en charge par d'autres financements publics. La position actuelle de la ministre du Travail, c'est de considérer qu'effectivement, on demande une contribution de l'entreprise qui est donc de 20 à 30% selon qu'elle est dans la situation d'APDC ou d'APLD. Possiblement, dans les prochains jours, le sujet peut évoluer, mais retenez qu'aujourd'hui, on est passé d'un dispositif qui était pris en charge à 100% à un dispositif qui est pris en charge à 80 ou 70% pour les salariés placés en activité partielle, et que ça reste quand même un dispositif très favorable et très avantageux, notamment parce que il continue à être mobilisable par l'ensemble des entreprises et quelle que soit leur taille. Alors même qu'en temps normal, le dispositif FNE formation est plutôt axé sur les entreprises de moins de 250 salariés. Ok. Très bien. Pensez-vous que le dispositif FNE formation, selon les modalités en fait que vous venez de nous présenter, sera maintenu après le 31 décembre? Alors, toute chose égale par ailleurs, je ne vais pas prendre des engagements définitifs, mais simplement peut-être pour recontextualiser, le dispositif FNE formation, vous le savez certainement, c'est un dispositif qui est inscrit dans le cadre du plan de relance. À ce titre, les moyens qui sont mobilisés par l'État sont exceptionnels. C'est plus d'1 milliard d'euros sur la période 2020-2021 qui sont mobilisés au titre du FNE formation. Et bien évidemment, à la bascule de 2020-2021, ce dispositif restera mobilisable, peut-être avec des conditions qui vont s'ajuster, mais en tout état de cause, c'est un dispositif qui a vocation, au moins en 2021, à continuer à être fortement ouvert pour permettre le développement d'actions de formation auprès des salariés. Très bien. Merci. Pour revenir sur la question effectivement des demandes d'autorisation, alors je reviens sur les questions de chat, je me permets de les poser, et notamment sur la question de l'AP spécifique pour les salariés avec un certificat d'isolement. On n'en a pas trop parlé, mais c'est dans le cadre effectivement du dispositif à l'activité partielle de droit commun. Vous avez des salariés qui sont dans des situations particulières, et notamment individuelles, soit le certificat d'isolement ou la garde d'enfants pour fermeture d'école. Est-ce qu'il faut faire une demande d'autorisation spécifique dans ce cas-là, sachant qu'une entreprise peut ne pas avoir effectivement d'activité partielle et devoir demander de l'activité partielle pour ces cas particuliers? Alors effectivement, on peut gérer par l'activité partielle aujourd'hui les cas que vous avez cités, et dans la mesure où l'entreprise est confrontée à ce type de situation, elle va être en capacité de demander de l'activité partielle sans nécessairement avoir à justifier d'un autre motif que celui qui correspond à la situation individuelle du salarié. Dans ce cas-là, elle le précise dans sa demande pour qu'on puisse spécifiquement identifier que la demande d'activité partielle que dépose l'entreprise est liée
à la spécificité d'un ou plusieurs salariés de cette entreprise. Mais sinon, effectivement, elle fait une demande d'activité partielle, je dirais, classique, avec ce motif particulier. Si elle est déjà couverte par une décision de recours à l'activité partielle, je dirais que la difficulté elle est moindre, puisque le motif initial peut permettre de couvrir la spécificité dans laquelle se trouve l'entreprise. Ok. Ça entraîne ma deuxième interrogation, et c'est une question que nous avions eue, hein, sur le caractère collectif, notamment du dispositif d'activité partielle, hein, et sur la possibilité, alors au-delà de l'accord, hein, d'individualisation, je dirais, du recours à l'activité partielle, la possibilité d'avoir effectivement des îlots ou des services uniquement en activité partielle, et non pas effectivement l'ensemble de l'intégralité de l'entreprise. Oui, alors effectivement, au titre de l'activité partielle de longue durée, la notion d'individualisation du recours à l'activité partielle que je présentais tout à l'heure comme étant possible pour le droit commun jusqu'au 31 décembre n'est pas mobilisable au titre de l'activité partielle de longue durée. Pour autant, quand on parle de caractère collectif, encore faut-il bien s'entendre sur le fait qu'on considère qu'un secteur d'une entreprise renfermant plusieurs salariés qui ont les mêmes fonctions, qui ont des fonctions complémentaires, peut tout à fait être placé en activité partielle, alors qu'un autre secteur de l'entreprise ne l'est pas. Prenons un exemple très simple. Une entreprise qui est confrontée à des difficultés liées à la conjoncture économique va peut-être devoir placer ses salariés de production en activité partielle parce qu'elle est en sous-activité, mais ne pas vouloir placer son pool de commerciaux parce qu'effectivement, la condition pour elle de retrouver de l'activité, c'est de faire en sorte que ces commerciaux puissent être mobilisés à 100% pendant cette période. Donc, bien évidemment, l'activité partielle, qu'elle soit de droit commun ou de longue durée, s'adapte à la situation de l'entreprise et on est en capacité d'identifier, ou l'entreprise doit être en capacité d'identifier ceux des secteurs d'activité qui doivent être placés en activité partielle de ceux qui n'ont pas nécessairement ce besoin-là, ne serait-ce que parce que pour elle, c'est un investissement de court ou moyen terme pour lui permettre de retrouver une activité normale. Donc, pour répondre à cette question, il y a bien un caractère par principe collectif de l'activité partielle, mais dans le collectif, il faut bien comprendre qu'on parle de salariés d'activités qui sont similaires. Donc, les salariés placés dans un même cadre vont devoir bénéficier ou être contraints à l'activité partielle de la façon la plus équitable possible. Mais ça ne veut pas dire que le service d'à côté qui est sur d'autres activités, qui peuvent éventuellement être, pour ce qui les concerne, en pleine activité, n'auront pas à recourir à l'activité partielle. Ok, très bien. Je me permets de revenir sur la question FNE compte tenu des questions qu'on a pu avoir. J'ai une entreprise qui nous demande effectivement si le salarié en AP, en activité partielle et en formation à distance, en fait, hein, le jour de sa formation, est-ce qu'il peut bénéficier effectivement de formation en présentiel dans le cadre effectivement de ce FNE formation? Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Là. Alors, dis-moi. Je vais devoir pouvoir répondre. Oui, tout à fait. Alors, sur le FNE formation, je n'ai pas forcément refait tout l'historique, mais les différentes questions me permettent de compléter mon propos. Bien évidemment, au moment où on a déclenché le FNE formation mi-avril, l'ensemble des entreprises et l'ensemble des acteurs économiques étaient en confinement. L'ensemble des actions de formation qui devaient être mobilisées dans ce cadre-là étaient des formations en distanciel. Début juin, nous avons ouvert les formations en présentiel. Donc, quand je dis en présentiel, c'est dans les centres de formation, dans les organismes de formation. Et depuis donc, le 1er novembre, nous avons réouvert également les actions de formation en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, sous réserve du respect de l'ensemble des gestes barrières attachés aux contraintes sanitaires, au sein de l'entreprise, nous sommes en capacité d'autoriser les actions de formation au titre du FNE formation qui pourraient se réaliser au sein de l'entreprise. Donc, on a progressivement réouvert largement les modalités de formation possibles dans le cadre de ce dispositif FNE formation.
Une dernière question sur la FNE, et puis après je vous propose d'avancer sur les autres modalités. L'employeur peut-il rémunérer le salarié à 100% en dérogation des 70% de la PCD, dans la PDC? Alors, l'employeur peut toujours rémunérer, voilà, l'employeur peut toujours rémunérer plus son salarié. Alors, quand le salarié est effectivement en activité partielle, donc son contrat de travail est suspendu, rien ne lui interdit effectivement de le rémunérer à 100%, sachant que pour ce qui concerne les différentes exonérations de charges, elles seront basées sur l'indemnité qui est prévue au Code du travail. Mais rien n'interdit l'employeur de faire cela. Quand le salarié est placé en activité partielle, son contrat de travail est en règle générale suspendu. Okay. Très bien. Très bien. Je vous propose effectivement de. Merci beaucoup. Alors il y a des questions, je dirais, qui arrivent. Alors des questions qu'on va probablement effectivement traiter dans la seconde partie. Je vous ai juste remis effectivement un récap que vous aurez dans la présentation sur l'ensemble de ces dispositifs avec les différents, je dirais, les différentes modalités. On va s'arrêter maintenant sur un point un peu plus technique. Je vous dirais que ça l'est déjà beaucoup, mais ça va l'être encore un peu plus sur notamment le maintien de salaire et l'indemnisation au titre de l'activité partielle. Alors voilà, j'ai eu aussi beaucoup de questions sur l'articulation de ces dispositifs. Alors tant effectivement au niveau de l'allocation à activité partielle, mais également au niveau du maintien de salaire, où là il peut y avoir effectivement une complexité particulière dans des situations, je dirais, très précises. Donc je vous propose de commencer d'abord sur l'articulation, et suite notamment aux dernières annonces du confinement, l'articulation entre la PLD et la PCD, parce que le texte prévoyait effectivement une modification à partir du 1er novembre je dirais de différenciation réelle des dispositifs. Alors toutefois, le gouvernement est revenu sur cette annonce et a reporté effectivement jusqu'au 31 décembre cette modification, mais il reste quand même encore des différences. Donc, est-ce que aujourd'hui, le placement d'un salarié en APLD, alors même qu'il pourrait effectivement avoir soit une maintien de rémunération, soit une allocation employeur plus importante en APDC, entraîne des conséquences pour l'entreprise et pour le salarié? Oui, alors sur l'évolution, je dirais, de la prise en charge à la fois de l'allocation que l'État verse à l'employeur, mais également finalement de l'indemnité que l'employeur verse aux salariés. Vous avez tout dit en disant qu'effectivement, la bascule qui était prévue au 1er novembre a été reportée au 31 décembre, notamment pour l'activité partielle de droit commun. Vous retenez que jusqu'à ce moment-là, alors sauf secteur protégé, on était sur un coût employeur qui était de 70, de 15%, puisque l'employeur doit verser une rémunération de 70% aux salariés et l'État en remboursait 60%. Donc, ce dispositif qui devait s'arrêter au 1er novembre, au 31 octobre, a été prolongé jusqu'au 31 décembre, ce qui fait que depuis l'évolution du mois de juin, il n'y a rien de nouveau jusqu'au 31 décembre au titre de l'indemnité versée aux salariés, au titre de l'allocation versée par l'État à l'employeur. Sur l'articulation, mais comme vous le mettez fort justement dans le slide, je ne peux pas en dire beaucoup plus, qu'effectivement, le dispositif d'APLD mis en place a en quelque sorte sécurisé pour les salariés le fait que l'indemnité qu'il leur est versée est semblable, au moins jusqu'au 31 décembre. Et s'agissant de l'allocation, là encore, on a souhaité ajuster cette allocation puisqu'il y avait une spécificité qui était liée au secteur protégé où jusqu'au 1er novembre, finalement, les entreprises qui étaient en APLD, qui potentiellement pouvaient être dans le périmètre des secteurs protégés ou couverts ou soumis à une fermeture administrative, n'allaient pas bénéficier des mêmes conditions d'allocation. Donc, ce qui a été précisé et qui est entré en vigueur le 1er novembre, c'est qu'aujourd'hui, que l'on soit en APDC ou en APLD, la couverture
pour ces secteurs protégés et ces entreprises fermées administrativement, elle est la même en APDC et en APLD, c'est-à-dire une prise en charge, pour faire simple, de 100% de l'indemnité qui est versée par l'entreprise aux salariés par le versement d'une allocation que l'État verse à l'entreprise. L'employeur doit 70% de la rémunération brute du salarié, l'État reverse à l'entreprise 70%. Donc, on est sur un reste à charge zéro pour ces secteurs protégés, que l'on soit dans le dispositif AP droit commun ou qu'on soit dans le dispositif APLD. Si je poursuis sur la question suivante, sauf s'il y a des compléments. Non, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. D'accord. Que va-t-il se passer après le 31 décembre concernant la prise en charge du chômage partiel dans le secteur de l'événementiel? Très clairement, je ne sais pas vous dire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la date d'échéance de la prise en charge à 100%, elle est fixée au 31 décembre. Mais bien évidemment, et je dirais que depuis le déclenchement de cette crise sanitaire, nous avons subi énormément d'évolutions sur le dispositif d'activité partielle. À chaque fois, les évolutions ont été, je dirais, dans l'intérêt des entreprises et dans l'intérêt de la préservation des emplois. Donc, on peut penser qu'effectivement, si d'aventure nous étions toujours dans une situation où ces activités ne pouvaient pas reprendre, très certainement serait ajusté aussi le dispositif qui les soutient depuis mars pour permettre de limiter au maximum le coût pour l'entreprise et également les incidences potentielles sur les emplois de ces entreprises. Très bien. Merci. Madame Bergeau, je vous propose, si vous le souhaitez, effectivement, de rajouter des éléments d'ordre, là, pour le coup, plus technique par rapport à ce que vous avez pu voir, vous, depuis cette première période. Alors, j'imagine effectivement que la période de paye n'a pas encore été faite, mais quel point d'alerte vous pourriez effectivement donner aux entreprises sur ce sujet? Bonjour à tous. Effectivement, on est encore sur des positions où on reste sur ce qui a pu se passer sur la première période. On reste sur donc les 70% et les 60% selon le secteur où on se situe. À aujourd'hui, on n'a pas de précision plus de comment ça va fonctionner pour les payes de novembre, sachant qu'on est l'ensemble des entreprises est encore en situation d'attente de la validation de leur demande d'activité partielle par la directe. Donc on reste encore un peu en attente de toutes ces dispositions pour la paye à venir. Peut-être pour compléter, si vous êtes d'accord sur la question de la validation des décisions de recours à l'activité partielle. Donc, alors, effectivement, là aussi, 3 mots d'histoire pour faire très rapidement les choses. Avant la crise sanitaire, la décision de recours à l'activité partielle, elle était prise dans un délai de 15 jours à compter du dépôt de la demande par l'entreprise sur le système d'information dédié. À l'issue de ces 15 jours et sans réaction de la part de l'administration, vous aviez une décision favorable qui était donc notifiée à l'entreprise via ce système d'information. Pendant la crise sanitaire, et là aussi pour répondre à la situation d'urgence dans laquelle les entreprises ont été confrontées, nous avons fait évoluer, le gouvernement a fait évoluer par ordonnance ce délai pour le ramener à 48 heures. Sachant qu'en parallèle, pour être tout à fait précis, il y avait un outil technique qui permettait de valider les autorisations 48 heures après qu'elles n'aient été déposées. À la rentrée et sans savoir qu'effectivement nous allions rebasculer dans une période de confinement, en tout cas une période plus difficile, même si l'activité pour une partie des entreprises n'est plus suspendue comme elle a pu l'être sur la période mars-mai, on est revenu, je dirais, au classique, au droit commun, c'est-à-dire une autorisation qui est accordée dans un délai de 15 jours. Pourquoi? Parce que ça permet malgré tout au service de faire des contrôles a priori et éviter que l'entreprise se soit engagée dans le dispositif alors qu'elle n'y est pas éligible. On a rencontré ces situations-là, soit pour permettre des corrections techniques et faire en sorte que la décision que l'entreprise va obtenir à l'issue de cette période soit correcte
et puisse être mise en œuvre sans difficulté. Compte tenu du contexte et compte tenu de la forte augmentation, alors on revient pas sur les volumes hein, qu'on a rencontrés au mois de mars, mais pour autant, en quelques jours, en Pays de la Loire, on a eu une accélération du nombre de demandes déposées par les entreprises, hein, plusieurs milliers depuis le 29 octobre. Une réflexion est en cours au niveau national et on devrait avoir très certainement les retours dans les tout prochains jours pour à nouveau réduire ce délai d'instruction de 15 jours. À ce stade-là, je ne peux pas vous en dire plus parce que nécessairement, c'est un texte qui doit être pris pour valider juridiquement l'éventuelle réduction du délai d'instruction qui permettra à l'entreprise d'avoir un retour, je dirais, favorable plus rapidement. Mais sachez qu'on a eu, sauf situation d'irrégularité ou d'inéligibilité au dispositif, la très, très grande majorité des demandes ont été validées sur la période précédente et la très, très grande majorité des demandes sera validée sur cette nouvelle période, soyez-en sûrs. Merci, merci beaucoup. Avant d'aller plus en avant sur la question effectivement de l'indemnisation et de l'allocation, hein, pour le coup, et du maintien de salaire, je souhaiterais revenir, compte tenu des questions en fait que les entreprises participantes effectivement nous posent sur le caractère collectif. J'ai notamment une expérience effectivement d'une entreprise qui nous dit, après un appel de la directe la semaine dernière, il m'a été informé que le taux de chômage d'activité partielle dans le cadre de la PLD devait être le même pour tous les salariés, quelles que soient les fonctions, entreprise de 5 salariés. Pourtant, le commercial ne peut plus travailler, faute de clients ouverts, alors que le développeur est fortement mobilisé pour nous permettre de nous diriger vers d'autres activités. Qu'en est-il exactement Deuxième interrogation sur est-ce qu'au sein d'un magasin, il est possible de placer uniquement des salariés d'un rayon en activité partielle et pas effectivement ceux d'un autre rayon, notamment pour les rayons non essentiels qui sont fermés. Et enfin, dernière question, toujours sur le sujet effectivement du caractère collectif de l'AP. Une entreprise qui a une activité de production et une activité commerciale doit-elle automatiquement effectivement appliquer l'activité partielle sur, je dirais, les deux activités ou uniquement sur une des deux, c'est-à-dire c'est l'exemple effectivement de la boutique qui doit fermer compte tenu des contraintes sanitaires actuelles hein, et notamment administratives. Donc voilà, il y a une vraie interrogation sur ce caractère collectif et sur l'application de l'indemnisation, je dirais, différenciée au sein de l'entreprise, tant en APDC qu'en APLD. Est-ce qu'il y a des possibilités d'adaptation qui peuvent être prises dans ce cadre particulier? Oui, alors je vais répondre peut-être dans l'autre sens aux différentes questions. Donc pour la dernière de vos questions, bien évidemment, aujourd'hui, les entreprises qui sont fermées sur l'accueil du public. Donc ça veut dire qu'un certain nombre d'entreprises qui ont pu s'adapter peuvent mettre en place des modalités de fonctionnement et notamment des entreprises de commerce sur type click and collect par exemple, qui fait que effectivement il y a des salariés qui travaillent au sein de l'entreprise, mais un certain nombre de salariés n'ont plus nécessairement d'activité parce que la boutique, l'établissement est fermé au public. Donc, bien évidemment, et je confirme la position qui est la nôtre, hein, on est sur une adaptation et l'activité partielle, c'est un dispositif qui est mobilisé en tenant compte des spécificités de l'entreprise. Des salariés qui ont des fonctions qui sont différentes n'ont pas nécessairement besoin d'être placés de façon égalitaire en activité partielle. Tout dépend effectivement de l'activité effective qu'a l'entreprise. On est bien dans une situation où l'activité partielle vient couvrir des périodes d'inactivité d'un certain nombre de salariés. Et donc, on s'adapte et on s'ajuste en considération de la mobilisation ou pas de telle ou telle catégorie de salariés. Donc, évidemment, on a une adaptation qui doit être faite en tenant compte de ces spécificités des entreprises. Sur la question d'un magasin qui aurait des rayons fermés et d'autres qui ne le seraient pas, je dirais que
à ce titre-là, c'est à regarder en considération de la capacité pour chacun des salariés de pouvoir être en permutation sur un rayon ou sur un autre. Si l'entreprise est en capacité de démontrer, compte tenu des compétences spécifiques dont on a besoin, et je dirais que c'est des compétences qui sont immédiates, il ne s'agit pas de demander à l'entreprise d'adapter les compétences du salarié en instant T, en un claquement de doigts, mais si on est en capacité de démontrer que effectivement il y a des spécificités entre un rayon ou un autre, un rayon ouvert et un rayon fermé, rien n'interdit à l'entreprise de spécifier une activité partielle sur une partie de ses salariés, ceux pour lesquels le rayon est fermé, pendant que les autres vont avoir une activité normale ou quasi normale. On est sur le dispositif d'individualisation et j'y reviens. On a une dérogation possible jusqu'au 31 décembre sur la capacité d'individualisation au titre de l'activité partielle de droit commun. On ne l'a pas sur la PLD, mais ça ne veut pas dire pour autant que des salariés placés dans des situations différentes ne peuvent pas être touchés par le recours à l'activité partielle de façon différente. On est bien sur un système qui s'adapte et s'ajuste en considération des spécificités de l'activité de l'entreprise et en considération des compétences de chacun de ses salariés. Et puis pour terminer sur la toute première question, une entreprise de 5 salariés qui aurait des compétences très particulières entre chacun de ses salariés, là encore, je veux bien que si le dirigeant en est d'accord, vous me fassiez remonter le sujet parce que la réponse qui a pu être apportée ne correspond pas à ce qui doit être donné comme information, puisque si vous avez dans l'entreprise de 5 salariés qui ont des compétences complètement différentes et que 4 d'entre eux sont placés en activité partielle parce que sur leur périmètre de compétences, il n'y a pas d'activité, ça ne veut pas dire que le 5e qui, lui, a potentiellement une forte activité, je refais le lien avec l'exemple que je prenais tout à l'heure entre la production et les commerciaux, bien évidemment, ce salarié qui est en activité n'a pas vocation à être touché par l'activité partielle puisqu'il développe au sein de l'entreprise des compétences qui sont spécifiques et dont l'entreprise a besoin à temps plein, le cas échéant. Je ne sais pas si j'ai apporté réponse aux différentes questions que vous m'avez soumises. Je crois que oui, je ne vous entends pas, monsieur le Mitoire. Je ne vous entends pas, donc je veux bien continuer à avancer. C'est mieux avec le micro, effectivement. C'est mieux avec le micro. Pardon, voilà. Voilà. Une nouvelle demande d'activité partielle d'une entreprise a été déposée et elle nous interroge pour savoir si elle doit à nouveau informer le CSE, alors consulter le CSE pour le coup sur le recours à cette nouvelle activité partielle, même si le motif de recours est le même que pour la première demande. Ah, c'est sur la consultation des instances. Oui, il y a une. Oui, alors il y a nécessité d'informer les instances, mais de la même façon qu'une souplesse avait été accordée au mois de mars dernier, cette consultation n'est pas forcément préalable au dépôt de la demande d'activité partielle, donc elle pourra être transmise dans un second temps à l'administration pour compléter le dossier. Mais cette information, elle est toujours réclamée puisqu'on est sur une nouvelle demande. Donc, il est nécessaire que l'entreprise puisse justifier auprès des représentants du personnel des motifs et des raisons qui justifient le nouveau recours à l'activité partielle. On est bien sur une information, pas une consultation. Oui, on est sur une information du CSE, effectivement. Ok, très bien. Alors, je le disais tout à l'heure, si vous êtes d'accord, je complète mon propos. Sur la PLD, on a une information qui doit être donnée régulièrement, alors à la fois aux organisations syndicales quand on est passé par un accord d'entreprise avec OS, mais également au CSE, qui doivent être tenus informés tous les 3 mois
de l'état d'avancement, de la mise en œuvre de l'accord ou du déploiement du document unilatéral basé sur un accord de branche étendu. Très bien. Je vous propose de passer sur la question effectivement du maintien de salaire. On avait une question principalement effectivement sur ce calcul hein, du salaire maintenu au titre de l'activité partielle. Alors, je sais pas là pour le coup si Madame Bergeau, vous êtes peut-être plus encline à pouvoir répondre à la question compte tenu de la spécificité, je dirais, paye hein, du dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce calcul effectivement du maintien de salaire qui entraînera également effectivement des conséquences sur l'indemnisation au titre de l'activité partielle, de l'allocation activité partielle? Alors, en effet, la première question, donc, c'est essentiellement de savoir sur le taux, sur quelle période on doit calculer ce taux. À notre sens, sachant qu'il y a une activité partielle et que les entreprises ont été impactées entre mars jusqu'à maintenant, pour certaines, effectivement, de prendre les 12 mois qui précèdent l'activité, donc avant la première mise en place du chômage partiel, est, à notre sens, plus favorable et plus légitime pour le salarié. Il y a moins de risques de discrimination par rapport à sa rémunération, puisqu'on prendra vraiment une rémunération qui est telle que le salarié aurait eu lorsqu'il travaillait. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, effectivement, on est toujours également sur la rémunération donc de la base selon les congés payés, puisque le salarié, donc on indemnise à hauteur de ce que le salarié aurait perçu en cas de congés payés. Donc on doit toujours comparer en fonction de sa provision par rapport à son dixième de rémunération, ou également en cas de maintien, puisqu'il peut y avoir eu des fluctuations au niveau de sa rémunération. Donc il est important de bien comparer à chaque fois pour être sûr au niveau de son taux d'indemnisation. Ensuite, pour les heures supplémentaires, donc l'activité partielle donc est indemnisée, mais à hauteur d'un 35 heures, d'un temps au niveau des heures légales. Il n'y a pas d'heures supplémentaires. Donc, ce qui fait que les heures supplémentaires sont prises en considération que pour certains secteurs, notamment pour le HR, où les heures supplémentaires sont indemnisées. Et pour les autres secteurs, on reste sur une base 35 heures et non sur la base 39 heures ou 37 heures, comme il pourrait y avoir avant. Donc après, par contre, juste la question où c'est marqué par rapport à un salarié à 27,86 est pris en compte pour une base 35 heures, je comprends pas tout à fait la question. Après, je pense que au niveau de l'ASP, on peut toujours revenir sur les indemnisations et effectuer encore des régularisations par rapport à la période précédente. Si vous le souhaitez, je peux compléter. Donc, pour le propos, le dernier propos, c'est effectivement possible. Toutes les régularisations sont possibles auprès de l'ASP, donc via le SI, aussi en lien avec les services territoriaux de la DIRECCTE qui peuvent vous appuyer sur ce sujet-là en cas de régularisation. Et puis enfin, confirmer, appuyer sur la question des heures supplémentaires. Simplement en complétant, en disant que les salariés qui sont sous des forfaits horaires et qui ont pu bénéficier d'une prise en charge qui était majorée parce que leur forfait dépassait les 35 heures, ces salariés-là, et jusqu'au 31 décembre, puisqu'en fait les dispositifs plus favorables ont une application jusqu'au 31 décembre, peuvent encore aujourd'hui bénéficier d'une activité partielle qui pourrait pour partie prendre en compte les heures supplémentaires. C'est notamment l'exemple que vous avez présenté sur le secteur de l'hôtellerie-restauration. Donc, à ce stade-là, sur la question du salaire, je dirais qu'on est dans la même logique qui a été celle mise en place sur la période du premier confinement. Ok. Très bien. Merci beaucoup. J'avais une interrogation sur je suis en train de lire sur l'égalité de traitement entre les salariés et notamment par rapport à cette question effectivement de l'activité partielle. Dans le cadre de donc je vous lis la question telle qu'elle est posée. Dans le cadre de l'égalité de traitement, nous devions maintenir le salaire des salariés, des personnes en arrêt à hauteur de l'activité partielle. Est-ce toujours d'actualité?
C'est-à-dire effectivement le salarié qui serait en période de suspension de contrat type congé maternité ou paternité et qui serait placé dans l'équipe ou dans dont l'entreprise serait passée en activité partielle de droit commun, quid de sa rémunération ou de son allocation éventuelle, selon vous? Alors, dans un premier temps, il convient bien de se positionner donc salarié par salarié, enfin secteur de votre entreprise par secteur d'entreprise, puisque si si la personne qui est en arrêt de travail entre guillemets classique est en arrêt de travail et que son secteur est impacté par l'activité partielle à 100%, effectivement, on limitera son indemnisation à hauteur de l'activité partielle. Par contre, si votre entreprise n'est pas en activité partielle 100%, il conviendra d'indemniser à hauteur soit du légal, soit de ce qui est prévu conventionnellement au niveau de votre entreprise. Donc, il est important de bien se positionner pour chaque arrêt, pour chaque salarié, de bien faire attention en fonction de vos secteurs et de savoir où vous vous positionnez au niveau de votre activité partielle. Donc, dans un premier temps. Ensuite, pour les salariés en congé maternité et en congé paternité, actuellement, on n'a pas de précision plus encore sur les modalités d'indemnisation pour ces salariés-là. J'ai pas d'informations complémentaires sur ce point. Par contre, je veux bien répondre à la question heure d'équivalence. Je renvoie aux questions-réponses du ministère du Travail sur ce sujet-là, puisque dans un certain nombre de cas, au même titre que les heures supplémentaires ont pu être indemnisées, il y a la possibilité, sur des modalités de calcul qui sont un peu techno, mais malgré tout, d'indemniser des heures d'équivalence selon les secteurs d'activité. Mais vous avez une fiche spécifique sur les heures d'équivalence qui est toujours d'actualité sur le site du ministère du Travail et sur lequel vous pouvez vous appuyer, sachant que, je le reprécise, sur la boîte à outils, vous avez de la Directe Pays de la Loire, vous avez des liens sur chacune des fiches qui vous renvoient aux principaux textes et notamment aux principaux outils de vulgarisation de ces textes, notamment sur le question-réponse qui a été actualisé au fil de l'eau, qui l'a été encore en tout début de semaine. Oui, l'actualisation date du 9 novembre, d'hier, me semble-t-il. Tout à fait. Oui, tout à fait. Merci, merci beaucoup. Je vous propose effectivement d'avancer sur les questions. Alors, celui-là, on a un peu répondu déjà effectivement sur le traitement des personnes en isolement, mais c'est une vraie interrogation pour les entreprises aujourd'hui. L'articulation de ces différentes, je dirais, ces différentes situations, personne en isolement car personne vulnérable, personne devant garder son enfant du fait de fermeture d'école, salarié cas contact, salarié malade, et notamment du Covid. Alors, il y avait une question effectivement tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il y aura, au-delà des deux questions qui sont traitées ici, une évolution du dispositif aujourd'hui sur la question des cas contacts? Les cas contacts à risque sont indemnisés au titre, je dirais, de la CPAM, avec une prise en charge potentielle par l'entreprise importante. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura un bouleversement de cette situation et un passage non plus en arrêt maladie, mais en activité partielle des cas contacts à risque? Est-ce que vous avez les échos dans ce sens-là? Alors, à ce stade, pour ma part, j'ai pas d'informations particulières qui me laisseraient à penser que le dispositif va réévoluer sur ce point-là. Ok. D'accord. Non, très bien. Très bien. C'était une question que je devais vous poser. Sur les deux questions, quel est le traitement des personnes en certificat d'isolement? On en a parlé tout à l'heure, effectivement, notamment si l'entreprise est en activité partielle. Sur le cas effectivement des entreprises qui n'ont pas recours à l'activité partielle, là clairement ça nécessite effectivement une demande d'autorisation d'activité partielle avec le motif spécifique effectivement Covid, si j'ai bien compris, Monsieur Larcher. Tout à fait, tout à fait. Et oui, c'est ça. Et puis, je confirme pour répondre à la question qui est sur le chat, la dernière, que pour l'instant, les heures supplémentaires structurelles
sont prises en charge au titre de l'activité partielle, comme elles l'ont été sur la période d'avril-mai, à partir du moment où effectivement elles sont considérées comme des conventions de forfait. Vous savez que les dispositifs liés aux conventions de forfait ont fortement évolué et ont été largement assouplis. Donc il y a eu une approche très pragmatique sur ce sujet-là. Et là encore, dans le question-réponse national, vous avez les éléments vous permettant donc d'avoir ou pas confirmation de la prise en charge des heures supplémentaires dans l'indemnisation de l'activité partielle, ce qui est, je vous le rappelle, une spécificité liée à cette situation, puisque jusqu'à présent, le plafond était bien la durée légale, quelle que soit la durée de travail du salarié au sein de l'entreprise. Très bien, merci. Je passe tout de suite à la suivante. Alors, est-ce qu'il y a une indemnisation en activité partielle différente pour les salariés en garde d'enfants dont l'école est fermée et le dispositif d'activité partielle de droit commun? En fait, pourquoi la question a été posée? Parce qu'à un moment, nous avions eu effectivement sur notamment le question-réponse modalité technique d'activité partielle, une présentation du dispositif avec une indemnisation à hauteur de 70% en termes d'allocation pour l'entreprise. Donc voilà, juste pour est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y a aucune différence en termes d'indemnisation, tant en maintien de salaire qu'en allocation pour l'employeur, sur je dirais, ces cas particuliers par rapport à un salarié en activité partielle de droit commun? Alors, effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas de différence. L'indemnisation, c'est 70% et l'allocation qui est versée au moins jusqu'au 31 décembre, c'est 60%. Okay. C'est clair. Merci. C'est clair. Sur le dispositif APLD, secteur protégé, indemnisation, nous avons eu effectivement une question sur le régime spécifique des secteurs protégés. Il devait y avoir un décret en fait apparaître en application de l'ordonnance du 14 octobre qui a, je dirais, instauré ce régime spécifique. À ma connaissance, il n'a toujours pas été publié. Est-ce que vous avez des éléments par rapport à une date de publication de ce niveau d'indemnisation particulier? Alors, si je reprends la question, c'est pour s'assurer qu'effectivement les entreprises des secteurs protégés en activité partielle de longue durée peuvent bénéficier des mêmes conditions de versement de l'aide de l'État que les entreprises d'activité partielle, droit commun, secteur protégé. C'est le cas depuis le 1er novembre. Alors, est-ce que ça fait partie des décrets qui sont sortis le 30 octobre dernier? Je pense, puisqu'en fait, vous avez vu l'actualisation du tableau national sur les taux et montants d'indemnité d'allocation de l'État. Il est maintenant bien spécifié que pour les entreprises secteur protégé qui bénéficient de l'activité partielle de longue durée, leur droit à allocation a été calé sur celui de ces mêmes entreprises en activité partielle de droit commun. Et jusqu'au 31 décembre, je le rappelle, l'allocation qui est versée par l'État à l'entreprise correspond à l'indemnité que l'entreprise doit verser à son salarié avec cet objectif d'un reste à charge de 0 pour l'entreprise. Très bien, ça me va. Merci beaucoup. Une question là, pour le coup, plus paye, sur la valorisation des absences des commerciaux rémunérés au fixe et au variable. Est-ce que ces rémunérations, faut-il les prendre dans les bases congés payés? Alors, la question pour l'absence, alors effectivement, tout dépend. Si votre salarié, donc votre commercial, a juste le mois d'activité partielle que du fixe, dans ces cas-là, vous allez avoir une valorisation de son absence que sur la base de son fixe. Par contre, pour son indemnisation, vous allez devoir reprendre ces 12 derniers mois d'activité pour avoir une rémunération moyenne au niveau de son taux horaire. Ensuite, si votre salarié, par contre, le mois est en activité partielle, mais que partielle, pas à 100%, dans ces cas-là, il va falloir que vous fassiez une moyenne par rapport à son fixe et avec son variable intégré pour pouvoir ensuite avoir une indemnisation qui sera avec sa variable, sa moyenne de ces 12 derniers mois. Ok, merci. Une réponse très, très, très claire. Merci beaucoup.
Je vous propose de continuer. Alors ça, on l'a traité. Alors, une question peut-être un peu plus, je dirais, de prospection, mais qui est importante, notamment pour les salariés des secteurs protégés, hein, des secteurs qui connaissent de vraies difficultés. Est-ce qu'il existe un projet de prise en charge des congés payés dans le cadre de l'activité partielle? Alors, à ce stade, et sous réserve que je sois à jour sur le sujet, il existe une demande à la ministre du Travail qui souhaite négocier avec les partenaires sociaux sur ce sujet. Par contre, je ne sais pas vous dire qu'en sortira-t-il de cette négociation, mais c'est un sujet qui a été identifié et il est pour l'instant renvoyé au niveau national à négociation avec les partenaires sociaux. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade. Non, je comprends. Très bien. Merci beaucoup. Je vous cache pas que c'est un vrai sujet qu'on a, nous, auprès des entreprises, hein, et notamment dans les secteurs les plus touchés, je dirais, qui voient arriver, en fait, hein, le paiement de ces congés payés, et qui, malheureusement, vont être très impactés au moment de la reprise si, voilà, si les salariés ne pourront pas être présents pour, justement, travailler à plein dans l'entreprise. Je vous propose de passer en fait à la dernière partie, hein, c'est l'articulation entre les différents dispositifs. Je dirais d'activité partielle, d'APC, de PSE. Ça a automatiquement un impact, hein, sur l'engagement en termes de maintien d'emploi, comme vous pourrez le voir. Et le deuxième point, c'est le contrôle. Alors, c'est aussi, alors, on en avait parlé, hein, un problème en fait, un problème, une crainte pour les entreprises plutôt, relatif effectivement au contrôle a posteriori sur les demandes d'indemnisation qui auraient pu être faites, alors tant en mars, hein, qu'actuellement, sur l'activité partielle. Donc, effectivement, nous avons eu une première question sur ce sujet-là, et notamment sur le cumul, hein, entre rémunération au titre du maintien de salaire activité partielle et activité salariée. Est-ce qu'un salarié peut travailler à côté et bénéficier d'une rémunération, et quel impact aura cette rémunération tierce sur son activité partielle? Alors, j'espère que vous m'entendez parce que moi j'ai des difficultés. C'est bon, oui, on t'entend. Mais pour autant, hein, pour répondre à la question qui est posée, d'accord. Un salarié placé en activité partielle par son entreprise peut tout à fait prendre une autre activité dans la mesure où cette nouvelle activité est compatible avec le fait que le contrat de travail du salarié est suspendu dans son entreprise de départ et que à tout moment, il peut être rappelé par cette entreprise pour reprendre tout ou partie de son activité au sein de cette première entreprise. Donc ça, c'est une première chose. Et s'agissant de l'activité partielle qui est due aux salariés, elle est due de la même façon que pour les salariés qui n'auraient pas d'activité rémunérée reprise, puisque ça, c'est quelque chose qui n'est pas incompatible. La seule limite, c'est qu'effectivement, le salarié reste à la disposition de son employeur pour reprendre, le cas échéant, son travail au sein de cette entreprise. Donc, de la même façon, un salarié peut cumuler une activité indépendante avec une activité salariée dans la mesure où elle est compatible. Une interrogation qui découle de cette question, c'est quid de la situation du salarié qui refuse de reprendre son activité à la fin de la période d'activité partielle? Et notamment si dans ce cadre-là, Allez-y, pardon. Oui, non, dans ce cadre-là, on est sur
l'exécution classique du contrat de travail. Hein. Le contrat de travail est suspendu. À partir du moment où la suspension est levée, le salarié se met en situation de faute s'il n'est pas en capacité de reprendre son emploi comme son employeur lui demande. Donc, on bascule dans un autre régime qui est plutôt un régime de non-exécution par le salarié de son contrat de travail qui n'avait été que suspendu et sous réserve que la reprise puisse se faire à un temps qui n'est pas forcément déterminé au moment où le salarié bascule en activité partielle. Mais c'est la limite de sa capacité de prendre un nouvel emploi. C'est aussi sa capacité de revenir à la demande de l'employeur au sein de son entreprise, au sein de l'entreprise dans laquelle il a un contrat de travail. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des… Alors, je change de sujet, mais on est bien dans le lien, enfin dans la bonne partie, des contrôles que vous avez pu peut-être déjà commencer à faire auprès des entreprises qui ont souhaité, enfin, qui ont mobilisé de l'activité partielle. Quelles sont je dirais les démarches ou les orientations que vous prenez dans le cadre de ces contrôles aujourd'hui, Monsieur Larcher? Oui. Alors, juste pour revenir sur quelques éléments, dès le mois de mai, la ministre du Travail d'alors a souhaité, donc, en contrepartie de la très large ouverture du dispositif d'activité partielle et partant du principe qu'on faisait confiance a priori aux entreprises, on l'a dit tout à l'heure, avec des délais d'autorisation de recours au dispositif qui étaient très réduits, donc qui ne permettaient pas au service de la directe, compte tenu des volumes, de faire un premier niveau d'instruction dit a priori, de mettre en place un plan de contrôle national qui visait plutôt des contrôles a posteriori, puisqu'au même titre que les autorisations, les délais pour bénéficier d'une autorisation ont été fortement réduits, les délais pour bénéficier de l'indemnisation ont été de la même façon réduits très largement. Donc, on est parti sur un principe de confiance auprès de l'ensemble des entreprises et en contrepartie a été mise en place et s'est déployé donc au printemps un plan de contrôle national qui a conduit dans l'ensemble des régions à mobiliser un certain nombre de démarches en lien avec les acteurs classiques, hein, l'ASP qui est notre organisme de paiement, mais aussi les services de l'URSSAF notamment, qui, avec un objectif, hein, c'est d'identifier les fraudes. Je pense que vous avez tous pu identifier qu'on a été confronté, les services ont été confrontés à des fraudes auprès donc dans la mobilisation de ce dispositif. Et c'est ce type de situation qui devait être dans le plan de contrôle qui a été mis en place dans chacune des régions, mais également et porté par les services mutation économique des unités départementales, c'est aussi l'appui à l'entreprise qui parfois, pour laquelle parfois c'était la première fois qu'elle recourait à la Monsieur Larcher, on vous a perdu. Et donc a pu avoir une difficulté de compréhension sur ce qui est dans le SI. Oui. C'est bon, ouais, vous êtes revenu. Est-ce que vous m'entendez? Je vais juste couper ma caméra pour l'instant parce que j'ai effectivement une connexion qui semble être médiocre. Donc, ce que je précisais, c'est que non, on ne vous entend plus, Monsieur Larcher. Je vous propose… On a à la fois des contrôles qui ont… On a été confronté à des situations de fraude qui ont été identifiées au niveau national, mais aussi au niveau territorial, avec des travailleurs indépendants, par exemple, qui déposaient des demandes d'activité partielle avec entre guillemets, des faux salariés. Et puis, dans la très grande majorité des cas, en tout cas en Pays de la Loire, c'était le cas, on a été en accompagnement des entreprises qui ont pu être en difficulté quand il s'est agi de demander l'indemnisation et qui ont parfois fait des erreurs dans le taux applicable au titre de la demande, puisque aujourd'hui on est sur un taux proportionnel. Donc, si vous partez d'une mauvaise base, vous percevez une allocation d'activité partielle qui est
incohérente au regard de ce dont vous aviez droit. Donc, c'est un plan qui, en Pays de la Loire, s'est mené donc sur la période juin et qui est encore en cours, mais dans la très grande majorité des cas, ce premier plan de contrôle est en phase de finalisation et on a identifié un certain nombre de situations qui ont amené globalement à des régularisations, soit en faveur de l'État, soit en faveur de l'entreprise. On a aussi des situations, on a identifié des entreprises qui avaient bénéficié de moins en termes d'allocation que ce dont elles auraient dû bénéficier. Dans ce cas-là, on a procédé aux régularisations en leur faveur. Et dans la très grande majorité des cas, les entreprises ont acté finalement, après un échange avec les agents de contrôle, ont acté les régularisations qui ont été demandées. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le plan de contrôle qui a été initié donc au printemps et qui est en cours de finalisation pour ce qui concerne les Pays de la Loire. Très bien. Merci. Je me permets de reprendre le chat parce que là, ça déroule et pour pas qu'on soit débordé non plus. L'employeur a-t-il l'obligation de solder les compteurs d'heures positives des salariés avant la mise en place de l'activité partielle, notamment en cas de modulation? Pareil pour les congés payés, hein, c'est une question qui est beaucoup revenue. Alors, l'employeur n'a pas en tant que tel l'obligation. Par contre, on lui conseille effectivement d'être dans une logique cohérente. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il n'arrive pas à la fin de la période de modulation avec des heures qui seront supérieures à la durée annuelle de travail, qui pourraient conduire au paiement d'heures supplémentaires. Ce qui serait quand même particulièrement incongru si, sur la période considérée, il a aussi mobilisé le dispositif d'activité partielle. Ok, merci. Quel est l'impact sur l'activité partielle? Sur les Allez-y. congés payés, sur les congés payés, si la période est dépassée, oui. Ce que je précisais, c'est que sur les congés payés, effectivement, on va là aussi demander à l'entreprise d'avoir un regard un peu plus précis. Si d'aventure il y a des congés en retard, on est aussi dans l'intérêt des parties puisque les congés sont dus par l'entreprise, donc ils devront être payés à un moment ou à un autre. Et pour le salarié, c'est aussi le moyen d'avoir un maintien de sa rémunération pendant la période où effectivement il n'aurait moins d'activité, où il pourrait basculer en activité partielle. Sur le calcul de l'indemnité à activité partielle, quel est l'impact des primes de fin d'année et du 13e mois? Bergeau plus pour le coup. Alors l'impact sera surtout, en premier lieu, il est important de connaître la formule, l'application, la formule de calcul que vous utilisez pour le calcul de votre prime de fin d'année ou de 13e mois. Puisque si vous décomptez des absences dans le calcul, dans ces cas-là, effectivement, la suspension pour activité partielle 100% sera à déduire pour votre prime de fin d'année ou de 13e mois. Par contre, si vous estimez que à partir du moment où votre salarié est présent et en contrat de travail du 1er janvier au 31 décembre seulement, dans ces cas-là, l'indemnité sera versée en totalité. Donc, tout dépend vraiment de la formule que vous appliquez en général dans votre entreprise. Merci. La baisse de l'indemnisation activité partielle employeur annoncée à partir du 1er janvier concerne-t-elle uniquement les plans déposés après le 1er janvier ou également les plans actuellement actifs? Les accords actuellement actifs. Les demandes d'autorisation actuellement actives. Alors, sur la question de l'évolution on a deux décisions. C'est-à-dire qu'on a une position qui, modalités de prise en charge par l'État, peuvent évoluer au cours de la période. Donc, effectivement, une entreprise qui serait en activité partielle et qui aurait bénéficié du recours à l'activité partielle du 1er novembre au 15 mars prochain, si au 31 décembre ou au 1er janvier, on fait évoluer les modalités d'allocation versées à l'entreprise, ces modalités seront ajustées indépendamment du fait que l'autorisation a déjà été accordée.
Ce qu'on autorise dans la décision, c'est un droit à recourir à l'activité partielle d'indemnisation ou d'allocation garantie par les services de l'État. Okay. Par contre, sur l'activité partielle de longue durée, c'est une spécificité de ce dispositif. L'engagement qui est celui de l'État aujourd'hui, c'est justement de maintenir l'allocation versée par l'État à l'entreprise sur la période de cet accord. Donc, sur une période qui est au plus de 24 mois sur les 36 prochains mois. Est-ce que vous savez si la Direct a le projet d'élaborer des modèles de propositions, alors notamment pour la PLD, d'accord, et notamment à destination des TPE? Alors, je pense que ces documents existent. Je vais regarder, mais en tout cas, il y a des cadres qui sont relativement simples et souples, mobilisables par les entreprises. De ce point de vue, je pense qu'il y a déjà un peu de matière, et notamment, mais à revérifier, sur le site du ministère du Travail, il me semble qui Je pense qu'on vous a, on vous a perdu. On n'a pas entendu la fin de votre propos, Monsieur Larcher, mais j'irai effectivement vérifier. Il ne semble pas avoir vu de modèle d'accord pour cette question particulière, mais j'irai effectivement revérifier et je l'enverrai dans la présentation le cas échéant. Je vous propose de finir. Il est effectivement 10h27 déjà, ça avance, sur une question assez particulière. C'est la question de la PLD et du PSE, l'articulation entre la PLD et le PSE. Alors, on a eu beaucoup de questions, je vous cache pas, sur ce sujet-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots sur l'articulation de ces deux dispositifs? Monsieur Larcher, on a dû vous perdre, je pense. Alors, j'espère que vous m'entendez. Vous êtes revenu. Oui. D'accord. D'accord. Bah oui, enfin, pour faire peut-être simple et pour répondre aux interrogations des entreprises, l'appel 2, c'est un dispositif alternatif au PSE, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'une entreprise ne peut pas mobiliser l'un et l'autre concomitamment, bien évidemment sur des périmètres qui ne seront pas les mêmes. Donc, il y a bien une réflexion globale. Le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un dispositif qui vise à éviter les licenciements dans un premier temps. Donc, l'APLD, c'est un outil qui peut être mis en place soit en alternative à un PSE, soit en complémentarité d'un PSE pour limiter les impacts sur les licenciements de ce plan de sauvegarde de l'emploi. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend, on vous entend. En fait, je ne sais pas si vous avez fini ou pas. C'est pour ça que je me permettais de ne pas réagir. Par contre, à l'inverse, est-ce que le fait de ne pas mettre en place un APLD peut être vu par la Direct au moment de l'élaboration des dispositifs de PSE comme un défaut, je dirais, pour vous, au moment de l'homologation, de la demande d'homologation que pourrait faire l'entreprise? Alors non, en l'occurrence, les services de la Direct qui vont être amenés à homologuer ou valider le plan de sauvegarde de l'emploi vont pouvoir mener au cours de la période d'information et consultation, donc liée à cette procédure, un certain nombre d'échanges avec l'entreprise. Et on l'a vu, il y a des cas relativement connus qui sont sortis dans la presse, qui ont démontré que dans un dialogue constructif avec l'entreprise, on peut limiter le recours à des licenciements contraints, notamment par la mobilisation de l'APLD, mais ce n'est pas une condition de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi à l'issue d'une procédure de ce type. Ok.
D'accord, bah, merci beaucoup. Je vous propose de décourter effectivement j'avais encore beaucoup de questions, hein, vous pouvez le voir, sur l'articulation APCD, PSEI, APLD, mais l'heure étant l'heure, je vous propose effectivement de vous renvoyer les éléments par un document effectivement écrit, hein, et compte tenu des réponses qui ont pu être apportées aujourd'hui. Je vous transférerai alors à l'ensemble des participants dont j'ai le contact mail effectivement ces éléments. Euh, et je vous renverrai les liens qui ont été évoqués, notamment sur la question-réponse, activité partielle de longue durée, le modèle d'accord que j'irai effectivement retrouver sur le site de la Directe en fonction de leur production. Je voulais simplement vous rappeler effectivement le prochain Club RH, hein, qui aura lieu le 26 novembre 2020 de 8h30 alors non plus 12h30 mais 10h30, hein, pour le coup, sur le même horaire effectivement que celui-là. Merci beaucoup, Monsieur Larchet et Madame Bergeau d'avoir intervenu effectivement et de toutes ces réponses que vous avez pu, j'espère, apporter aux entreprises. Bien sûr, nous restons effectivement actifs sur ce sujet et pour vous aider je dirais, à vous accompagner dans ce cadre-là. N'hésitez pas à nous faire remonter, là je parle aux entreprises, également les problématiques que vous pourriez avoir. Et enfin, je souhaite à tous une bonne journée et une bonne continuation dans les conditions effectivement compliquées que nous pouvons vivre actuellement. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.